Donc ce qu'on appelle le RHDP, c'est tout simplement un repère de malfrats et de nègres, plus ou moins inféodés aux intérêts de l'impérialisme français. Voilà ma position. La stigmatisation d'un être humain pour des raisons liées à son appartenance ethnique, pour des raisons liées à son appartenance confessionnelle et pour des raisons liées à son statut professionnel ou universitaire n'a aucun sens. Si Ouattara avait servi la noble cause de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et la noble cause de la souveraineté de l'Afrique, nous n'aurions pas dit qu'il est un nègre de service et un troisième homme. Nous aurions dit qu'il est un patriote panafricain, souverainiste. Donc, nous n'avons aucun préjugé favorable a priori pour Laurent Koudou-Gbagbo et encore moins un préjugé défavorable a priori pour Alassane Dramane Ouattara. Nous considérons tous les deux comme des Africains et à ce titre, nous considérons qu'ils sont nos frères. Nos frères. Donc, ce que je vais dire ce soir, je le dis parce que les Occidentaux ont compris que pour animaliser l'homme africain, esclavagisé et colonisé, et néocolonisé, il faut créer entre Africains un sentiment de jalousie, un sentiment de haine, et je vais même plus loin, un sentiment d'envie. Voilà pourquoi les Occidentaux, lorsqu'ils présentent un nègre, quel qu'il soit, comme un modèle, un évolué, un être intelligent, c'est parce qu'ils caressent le secret de monter tous les autres nègres contre lui. Et c'est aussi parce qu'ils caressent le secret de monter ce nègre contre les autres nègres. Donc la haine du nègre contre le nègre est la finalité de telles distinctions honorifiques qui ne sont heureusement qu'honorifiques. Voilà pourquoi je vais d'abord préciser pourquoi et comment on prépare et on fabrique un nègre de service. Un nègre de service. Comment on fabrique un nègre de service? D'abord, on étudie son origine. On étudie sa filiation, sa généalogie. Dramane Ouattara, c'est le père d'Alassane Dramane Ouattara. C'était un commerçant prospère sous la colonisation. Ce qui fait de lui un privilégié par ses temps d'humiliation et d'humilité de la race noire. Sa mère, dénommée Adja Nabintou Ouattara, Nabintou c'est le même nom que la déesse Nephthys, n'est-ce pas? Est née Cissé. Le père affiche une descendance directe qui a été contestée avec l'empereur Sékou Oumar Ouattara, qui était le premier roi de la dynastie des Ouattara de l'Empire Kong. L'Empire Kong est un des résidus géopolitiques après le démantèlement des empires du Mali, du Ghana, etc. Donc, c'est un groupe d'origine et d'extraction mandingue. Le père de Ouattara a eu 2 enfants, issus d'un premier mariage avec, je parle d'Alassane Ouattara. Je parle d'Alassane Ouattara. Il a 2 enfants qu'il a eu d'un premier mariage avec une Américaine. Cette Américaine a défrayé la chronique aux États-Unis. Elle s'appelle Barbara Chan Davis. Et Ouattara a appelé son fils qu'il a eu avec elle, David Dramane Ouattara.
et sa fille qu'il a eue avec elle, Fanta Catherine Ouattara. Que lui reproche cette Américaine? Cette Américaine lui reproche d'avoir contribué au financement de ses études. Du temps où il préparait son PhD, donc son doctorat, à l'université de Temple, à Philadelphie, université que nous connaissons tous, parce que c'est aujourd'hui un des fiefs académiques de l'afrocentricité, sous la direction du grand chercheur africain-américain Molefi Kete Asante. C'est dans ce contexte que nous avons pu obtenir la copie de son diplôme universitaire, du diplôme universitaire d'Alassane Dramane Ouattara. Et dans ce diplôme, il se présente comme voltaïque. Ceci est très clair. Donc Ouattara s'est prévalu lui-même de la nationalité voltaïque au cours de ses études aux États-Unis. Sur l'acte par lequel il a fait son mariage avec l'Africaine-Américaine Barbara John Davis, il écrit qu'il est voltaïque. Sur son acte de mariage. Plus grave, au moment où il commence sa carrière au Fonds monétaire international, Ouattara se prévaut exclusivement de sa nationalité voltaïque. Donc, dans tous ses actes administratifs, jusqu'à son arrivée en Côte d'Ivoire, Ouattara se prévaut uniquement et exclusivement de la nationalité voltaïque. Il se sépare dans des conditions qui relèvent, selon moi, de la lâcheté de cette noire américaine qui a financé ses études et son train de vie. Et il rencontre en 1945 Dominique Louvian, qui est une femme d'affaires d'origine israélienne, qui, à l'époque, gérait les propriétés immobilières du président Félix Houphouët-Boigny. Et aussi, on oublie souvent de dire, les propriétés immobilières et foncières du président Omar Bongo Ondimba. Elle a donc créé son propre groupe immobilier, AICI. Mais avant de rencontrer Ouattara, cette femme s'était signalée d'abord par son intimité douteuse avec le président Houphouët-Boigny. Il y a à ce sujet beaucoup de témoignages directs de personnes qui les ont connus, et notamment de celui qui a fondé le RDR, le Rassemblement des Républicains, parti sur lequel Alassane Dramane Ouattara va faire l'OPA après la mort suspecte du fondateur. Nous reviendrons là-dessus. Quand on dit mort suspecte, c'est que les hypothèses tendent vers un empoisonnement. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Frédéric Gramel, qui est le biographe officiel de Félix Houphouët-Boigny, dans son ouvrage intitulé Félix Houphouët-Boigny, l'épreuve du pouvoir, aux éditions Serap à Cartala, il oublie de dire les liens qui existaient entre cette femme d'affaires, entre guillemets, qui ne sait faire que des affaires, et le président Houphouët-Boigny lui-même. L'épouse du président Houphouët-Boigny, Thérèse Houphouët-Boigny, se plaindra à maintes reprises des rumeurs qui courent dans le palais sur la liaison intime entre Houphouët-Boigny et Dominique Louvian. Dominique Louvian avait un ancien époux qui s'appelait Folourou. Elle a eu un fils qui est aujourd'hui un des hommes d'affaires les plus prospères de la Côte d'Ivoire, même s'il réside officiellement à Londres, en Grande-Bretagne. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette dame, elle a capté les ressources financières aussi bien de la Côte d'Ivoire que du Gabon. C'est ça l'origine de sa fortune personnelle, qui est astronomique, selon un ouvrage qui est paru récemment de Bernard Houdin, intitulé « Les Ouattara, une imposture ivoirienne ». Quoi qu'il en soit, il faut savoir que
cette même femme était une amie, entre guillemets, de Jean-Christophe Mitterrand. Donc le fils de Mitterrand qu'on a appelé Papa Madi, c'est son surnom. Et qui gérait la coopération dans le cadre de la France-Afrique avec les pays africains, sous un gouvernement socialiste, autoproclamé. Et aussi avec Martin Bouygues, de là l'implantation du groupe Bouygues en Côte d'Ivoire, où le groupe Bouygues fait ses meilleures affaires en Afrique subsaharienne. Dominique Nouvian a eu non seulement ce fils qui est devenu très important en Côte d'Ivoire, c'est une éminence grise, mais elle a eu aussi, pardon, un autre enfant d'un précédent mariage. Ouattara va prendre cette femme à la réputation sulfureuse au niveau des mœurs, parce que cette femme a d'abord flirté avec un certain Bamba, qui était effectivement quelqu'un de très influent à l'époque. Elle a flirté avec le gouverneur Fadiga, qui était un des grands fonctionnaires, hauts fonctionnaires de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui a probablement aidé Ouattara à faire son atterrissage réussi en Côte d'Ivoire, parce que Ouattara était en fait à Dakar, au Sénégal, et c'est de là qu'il se verra confier une mission très spéciale en Côte d'Ivoire. Donc, après avoir fait, je fais une rétrospective, l'Institut de technologie de Drexel, Ouattara arrive à l'université de Pennsylvanie grâce à une bourse. En 1967, Ouattara obtient un master en économie. Et c'est à ce moment-là que, comme stagiaire, il entre au Fonds monétaire international. Et l'année suivante, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques, un PhD en sciences économiques, en 1972. L'ascension de Ouattara est fulgurante au sein des institutions de Bretton Woods. Pourquoi? Parce que dès 1973, c'est-à-dire un an seulement après l'obtention de son doctorat, il est déjà un cadre dirigeant de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest sur recommandation des autorités américaines. Et il devient donc vice-gouverneur de la BCEAO de 1983 à 1984. Autre ascension, il retourne au FMI pour occuper les fonctions de directeur du département Afrique dès novembre 1984. Et c'est après qu'il devient lui-même, seulement en 1988, 4 ans après, ce qui est exceptionnel comme plan de carrière, gouverneur de la BCEAO. C'est donc le gouverneur de la BCEAO, Alassane Dramane Ouattara, qui, à partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique, il tente, dit-il, au prix d'une austérité qui va ruiner les couches populaires ivoiriennes, ce qu'on ne dit jamais, d'enrayer la chute des cours des matières premières, notamment le cacao, et d'alléger le poids de la dette extérieure astronomique de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont étudié le système Houphouët savent que Houphouët gouverne par la corruption de ses collaborateurs et que Houphouët lui-même n'arrête pas de faire des dépenses immobilières partout. Il avait des logements boulevard Macéran à Paris. Il avait beaucoup d'autres logements d'ailleurs à Gare Marne-la-Coquette, un peu partout. Et Houphouët, en très peu de temps, est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Sa cassette personnelle lui permet maintenant de corrompre aussi les dirigeants politiques français, quelle que soit leur couleur idéologique. D'ailleurs, un des points que nous devons souligner dans ce cours de géopolitique et de géostratégie que je donne ce soir, c'est que, quels que soient les
tendances partisanes et idéologiques, les dirigeants français considèrent que c'est l'Afrique et le précaré, leur précaré en Afrique, qui doit financer leur parti politique, qui doit financer leur train de vie personnel et qui doit financer aussi leur projet en Afrique, c'est-à-dire la captation des ressources africaines sans pour autant payer des impôts. Donc ce sont les seuls qui font des affaires en Afrique, y compris Martin Bouygues, y compris Bolloré, sans payer d'impôts. Donc cette situation va durer jusqu'à la mort du Houphouët-Boigny en 1993. Je rappelle que la Côte d'Ivoire est devenue formellement et juridiquement indépendante en août 1960. Donc entre 1960 et 1993, les choux gras du commerce en Côte d'Ivoire n'ont coûté à ceux qui ont tiré des profits financiers mirifiques de la Côte d'Ivoire aucun sou sur le plan fiscal. Et cela a constitué un manque à gagner évident pour la Côte d'Ivoire. Donc, à partir du moment où Ouattara obtient, par un chantage, qui ne dit pas son nom, parce qu'on dit à Houphouët-Boigny, si tu veux que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international te prêtent de l'argent pour non seulement maintenir le train de vie de l'État, mais éviter des révoltes populaires dans le pays, puisqu'il y a une paupérisation accélérée de la population, il faut que tu nommes Alassane Dramane Ouattara Premier ministre. Or, le poste de Premier ministre n'existait pas. À l'époque, c'était d'abord Philippe Yassé, qui était le dauphin constitutionnel, c'est-à-dire qui, en cas de vacance du pouvoir, devait devenir président en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, avant d'être délogé par Henri Konan Bédié, qui est devenu lui-même dauphin constitutionnel. Donc le problème de Ouattara, en tant que technocrate parachuté du FMI vers la Côte d'Ivoire, c'était d'abord de contrôler l'appareil d'État de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny lui avait dit, compte tenu du fait que tu n'es pas ivoirien, donc ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire les documents qu'il a fournis pour devenir Premier ministre de la Côte d'Ivoire montrent qu'il n'est pas ivoirien. Il était voltaïque jusqu'en 1990. Ceci constitue un point capital que la plupart des biographes, qui ne sont pas des biographes de Ouattara, mais qui sont tout simplement des propagandistes apologétiques de Ouattara, passent sous silence pudiquement. Quoi qu'il en soit, c'est en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire seulement que quelqu'un qui n'est pas ivoirien peut être Premier ministre. Donc quand on parle de Houphouët-Boigny et qu'on dit qu'il est un traître et un félon, il faut tempérer en disant que Houphouët-Boigny a reçu beaucoup d'Africains et leur a donné des postes très importants. Certains sont entrés même dans sa belle famille. Je citerai deux cas. Le premier, c'est un Dahoméen, un Béninois maintenant on dit, Simplice Zinsou, qui a même épousé un des enfants de Houphouët-Boigny et qui est un des patrons d'un des clubs les plus influents de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, au moment des élections présidentielles, il a choisi de voter pour Laurent Gbagbo. Deuxièmement, il y a la famille Thiam, qui est venue du Sénégal. Et effectivement, le fameux grand banquier Tidjane Thiam, qui est en train de retourner en Côte d'Ivoire en ce moment, après avoir été débarqué, le mot n'est pas fort, de la banque suisse qu'il gérait avec succès jusque-là. Et certains parlent de lui comme un recours éventuel en cas de problème post-électoraux encore en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, il bénéficie du soutien du MEDEF, il bénéficie du soutien du FMI, il bénéficie du soutien de la Banque mondiale et a le profil du technocrate qui peut venir pour mettre les politiciens carriéristes
d'accord entre eux. Le fait est que Tidjane Thiam, qui est maintenant ivoirien, fait partie de ceux qui ont été intégrés par la bonne volonté d'Houphouët dans le Sérail. Il y a aussi un Guinéen, Sidia Touré, qui a été intégré de la même manière et qui est rentré en Guinée, où il a brigué le poste de président de la République. Et il fait partie actuellement de ce qu'on appelle l'opposition timorée arc-en-ciel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Alassane Dramane Ouattara va devenir en 1990, c'est-à-dire Premier ministre. Donc, à la tête du gouvernement ivoirien, puisqu'il est nommé le 7 novembre 1990, à la tête du gouvernement ivoirien, il aura un rôle particulier, c'est celui de faire le suivi du programme d'ajustement structurel. La Côte d'Ivoire se trouve ainsi être un des premiers pays soumis au traitement de rigueur des PAS, les programmes d'ajustement structurel. Le Bénin connaîtra un destin similaire. Et quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que les questions auxquelles je vais répondre ce soir, questions que se posent beaucoup d'Africains, questions qui sont restées sans réponse jusqu'ici. Ces questions vont permettre de clarifier le rôle d'Alassane Dramane Ouattara et de faire son bilan, d'esquisser son bilan de 1990 à nos jours, de novembre 1990 à nos jours, c'est-à-dire en 2020. La première des évidences, c'est que nous devons répondre à la question de savoir qui a parachuté Ouattara en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que il n'est pas devenu Premier ministre par hasard. Il est devenu Premier ministre parce qu'il a été adoubé. Et quand on est adoubé, qu'on est Premier ministre, c'est qu'on a un rôle qui vous est dévolu. Donc, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi, malgré son rôle de technicien technocrate, apolitique, c'est ce que lui avait dit formellement Houphouët-Boigny, Ouattara a-t-il suscité la rédaction de la charte du Grand Nord pour commencer à dire que les populations du Nord sont discriminées par celles du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest, et que ces populations risquent de se détacher par des velléités sécessionnistes de la Côte d'Ivoire. Il est reconnu aujourd'hui que Ouattara est celui qui a inspiré la charte sécessionniste du Grand Nord. Ensuite, Ouattara est l'homme qui a créé les cartes de séjour. Pour quelqu'un qui est accusé d'être étranger, je trouve que prendre pour cible les étrangers africains, parce que j'attire votre attention sur le fait que les expatriés et apatrides français de souche, eux, ils ont des passeports diplomatiques et on leur donne la nationalité ivoirienne par décret. Mais les populations ressortissantes du Togo, du Ghana, du Mali, de la Guinée, de la Haute-Volta, doivent avoir une carte de séjour dont le montant est tellement dissuasif que c'est une manière de pousser ces gens-là à la clandestinité. Troisièmement, Ouattara va maintenant budgétiser les dépenses somptuaires de l'État ivoirien. Donc la dette de la Côte d'Ivoire va exploser par 2, va doubler en moins de 3 ans. La dette de la Côte d'Ivoire va doubler en moins de 3 ans. Et qui sont les bénéficiaires de cette dette? Le FMI, la Banque mondiale, la France, le Club de Paris,
la City de Londres et aussi le centre boursier d'Haïfa en Israël. Donc Ouattara fait ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire ceux qui lui ont permis d'avoir ces hautes fonctions, il leur donne tous les marchés. Donc les marchés sont octroyés sans appel d'offres de la part de quelqu'un qui se dit économiste. Donc ce sont là des méthodes, excusez-moi, mafieuses. Ensuite, après avoir explosé la dette de la Côte d'Ivoire, Ouattara va maintenant, au moment de la mort d'Houphouët-Boigny, en 1993, tenter un coup d'État constitutionnel pour prendre le pouvoir avant les obsèques et avant que le dauphin constitutionnel, Henri Konan Bédié, ne puisse accéder au pouvoir. On dit souvent que c'est l'ivoirité qui a fait que Konan Bédié déteste Ouattara. Non. L'attitude négative de Konan Bédié à l'égard de Ouattara est consécutive en fait à la tentative de passage en force de Ouattara pour prendre le pouvoir alors qu'il était simplement Premier ministre et il n'était même pas ivoirien. Beaucoup de gens ne le savent pas ça. Et chacun sait que je ne suis pas pour Konan Bédié. Que le bilan de Konan Bédié est aussi désastreux que ne l'est le bilan de Ouattara aujourd'hui. Mais le fait est que il faut rendre justice. Konan Bédié a réagi parce que son poste de dauphin constitutionnel était mis en danger par un coup d'État constitutionnel de Ouattara. Mais ce qui est plus grave, c'est l'atteinte à la sécurité nationale. Parce que Ouattara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre des éléments de l'armée ivoirienne. Il va faire en sorte que une mutinerie soit en préparation au cas où il ne serait pas président. C'est-à-dire au cas où le coup d'État constitutionnel ne fonctionnerait pas. Donc effectivement, Konan Bédié a réussi à reprendre les rênes du pouvoir. Et à ce moment-là a commencé ce qu'il faut dire la mise en quarantaine politique de Ouattara. Mais il y a un fait que beaucoup de gens ne savent pas. Ouattara n'a pas assisté aux obsèques de Houphouët-Boigny. Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire et n'a pas assisté aux obsèques de Houphouët-Boigny. Ceci est un argument important parce que Ouattara dit qu'il est aujourd'hui l'héritier politique le plus fidèle de Houphouët-Boigny. Quand tu es héritier politique fidèle de quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'assister à ses obsèques. Quoi qu'il en soit, ce conflit entre Konan Bédié, le dauphin constitutionnel, devenu président de la République, et Ouattara, ancien Premier ministre, devenu un retraité prématuré de la politique, ce conflit va entraîner la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il ressort de ce qui précède que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire n'est pas due à la prise du pouvoir de Gbagbo. Elle est antérieure à la prise de pouvoir de Gbagbo. Parce que le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, que dirigeait Houphouët-Boigny et ses héritiers, a subi une scission. Et cette scission a été provoquée par quelqu'un qui a dit la Côte d'Ivoire n'est pas une république. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au peuple. Res publica, ça veut dire la chose qui appartient à tout le peuple. La Côte d'Ivoire a été confisquée par un clan autour de Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est une autocratie à dévolution monarchique. Parce que Houphouët-Boigny pensait que seul un Baoulé pouvait succéder à un Baoulé. Donc les autres ethnies étaient, je m'excuse de peu, ostracisées. Il en résulte que un homme d'une valeur intellectuelle et morale exceptionnelle, outre Laurent Gbagbo, c'est certainement l'Ivoirien le plus patriote, le plus fidèle à son engagement pour la souveraineté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, Jenny Kobina. Jenny Kobina va créer donc le RDR, le Rassemblement des Républicains. Et il va créer ça
avec une historienne que j'ai pu moi-même rencontrer à Dakar et qui est aujourd'hui un des soutiens les plus fidèles d'Alassane Dramane Ouattara, à savoir Madame Henriette Diabaté. Elle était au colloque de Dakar en 1996, consacrée à l'œuvre de Cheikh Anta Diop et la renaissance de l'Afrique au 3e millénaire. Donc, Jenny Kobina avait un programme axé sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est le rétablissement de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas plu au milieu français qui continuait à diriger la Côte d'Ivoire de main de fer malgré l'indépendance formelle autoproclamée. Le deuxième axe est précisément constitué par ce que Jenny Kobina, le fondateur de RDR, a appelé la déconnexion avec la tutelle française. C'est-à-dire que ceux qui connaissent la réalité de la Côte d'Ivoire et des pays du précaré savent que depuis 1958, la France nous avait liés. On a point et pied liés. Les États ont point et pied liés par les accords de coopération que la France a fait signer à des gens qui étaient ses obligés, c'est-à-dire des parlementaires à la solde de la France. Ce qu'on a appelé la République de Côte d'Ivoire était une colonie en fait, dirigée par Houphouët-Boigny et un Antillais que la France a par la suite écarté pour faire l'échelle courte à Houphouët-Boigny. Quoi qu'il en soit, Jenny Kobina a remis en question les accords de coopération. Moi-même, dans une vidéo qu'on a d'abord désactivée sur YouTube et que des mains invisibles ont remis il y a peu, où je parlais à côté de Nicolas Abou des clauses secrètes des accords de coopération de la France. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué pourquoi la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Tchad, le Mali, le Congo dit Brazzaville, la Mauritanie, tous ces pays ne peuvent jamais être souverains. Dans cette vidéo, j'ai montré pourquoi ils ne peuvent jamais accéder à la souveraineté. Parce que il existe des accords de coopération et des clauses secrètes dans lesquelles il y a même la possibilité de l'assassinat des présidents africains qui viendraient à ne pas appliquer ces accords à la lettre. Le dispositif de l'assassinat est prévu, entre autres dispositifs, dans les clauses secrètes. Et aucun parlement africain actuel n'est au courant du contenu de ces clauses secrètes. Aucun. Je vais plus loin. Depuis 1960, aucun parlement africain n'a jamais étudié la possibilité de renégocier les accords de coopération. À plus forte raison de les démanteler. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui distingue les pays du précaré français des pays du Commonwealth britannique. La Grande-Bretagne n'a fait signer aucun accord de coopération. La Grande-Bretagne a demandé à ces pays d'adhérer au Commonwealth. Mais la Grande-Bretagne fait des négociations bilatérales avec ces pays-là pour faire du commerce et maintenir ses intérêts. La Grande-Bretagne n'est jamais intervenue militairement dans aucun pays africain. La Grande-Bretagne n'a pas de base militaire dans aucun pays africain. Je répète ce que je dis. Donc, ça veut dire quoi? Les bases militaires sont une spécificité française. Et les bases militaires font partie des clauses secrètes des accords de coopération. Qu'il me soit permis de décliner brièvement les volets des accords de coopération. Il y a d'abord un volet sécuritaire. Ça veut dire que non seulement la France a des bases militaires, mais quand elle n'a pas de base militaire physiquement parlant, elle a des instructeurs militaires qui forment l'armée, notamment les sous-officiers, et les officiers sont tenus de faire toute leur carrière dans les écoles de guerre françaises. Saint-Cyr,
Saint-Maximin et toutes les écoles de guerre françaises. De sorte qu'à l'issue de leur carrière, les officiers font un stage. Et ce stage est indispensable pour qu'ils passent au grade supérieur. Et dans ce stage, on leur dit qu'en cas de conflit d'intérêts entre la France et leur pays, nouvellement indépendant, ils vont défendre qui? Les officiers, pour avoir leur stage et avancer en grade, disent qu'ils vont défendre la France. Cela s'appelle donc un conflit d'intérêts caractérisé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le volet culturel et scientifique. Donc ça, c'est la base, la pierre angulaire de ce qu'on appelle la coopération scientifique et technique. Aucun pays africain n'a le droit de concevoir les programmes scolaires dans le cadre du système éducatif qui régit le pays. Aucun pays africain, du précaré français. Cela veut dire que c'est la France qui rédige les manuels. Donc ce sont des commissions spécialisées qui se réunissent ici, rue Oudinot, le siège de l'ancien ministère des colonies, pour rédiger. Et c'est une maison d'édition française, Hachette, qui a l'exclusivité de l'édition des 10 manuels. D'autre part, le corps enseignant est encadré par les africanistes français, qui sont, comme je l'ai déjà dit, non seulement scientifiquement incompétents, mais moralement indigents et aussi politiquement douteux. Parce qu'ils sont conseillers des dictatures en Afrique. Tous autant qu'ils sont. Depuis Golidec, en passant par Cornevin, et les gens de Vis et tout ça. C'est des gens qui sont des espions de la France et qui sont des conseillers pour espionner les présidents africains. Troisièmement, nous disons qu'il y a un volet qui est un volet diplomatique. Aucun de ces pays n'a le droit, dans l'enceinte des Nations Unies, à l'ONU, de voter une disposition contraire au vote français. Cela entraîne des sanctions immédiates. Ensuite, ces pays n'ont pas le droit d'avoir des institutions culturelles comme des centres culturels africains ou béninois ou togolais. Ils ont le monopole des centres culturels français. Il est interdit d'avoir des centres culturels panafricains dans les pays africains, en vertu de ces accords. Une telle interdiction n'a pas cours au Ghana. Cela va sans dire. Dernier point. Les pays africains n'ont pas le droit d'utiliser les langues nationales africaines. Ils doivent utiliser la langue de l'ancien colonisateur, qui est toujours le nouveau néocolonisateur. Et c'est le français. Donc, on refuse même le bilinguisme. On refuse même qu'une langue africaine puisse être pendant de la langue française. Même dans des pays où il y a déjà une langue qui est parlée par toutes les populations, toutes ethnies confondues, comme la Centrafrique, où on parle, tout le monde parle sango. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que à la colonisation culturelle, on ajoute la colonisation linguistique. Donc c'est dans ce cadre qu'est née une institution qui n'a pas d'équivalent ailleurs. C'est la francophonie. La francophonie, c'est la France qui a demandé. C'est Michel Debré qui a demandé à 3 hommes, Léopold Sédar Senghor, Amani Diori du Niger et Habib Bourguiba de Tunisie, de dire qu'ils veulent la francophonie alors que c'est la France elle-même qui veut. Après, elle a présenté ça comme une volonté d'un chef d'État africain, du précaré, a posteriori. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je tire une conséquence de tout ceci. Il n'y a pas d'État postcolonial ivoirien. Il n'y a pas d'État postcolonial béninois. Il n'y a pas d'État postcolonial togolais. Il n'y a pas d'État postcolonial camerounais, etc., etc. Il y a un État colonial français qui prospère dans ces pays avec des auxiliaires nègres déguisés en nouveaux colons noirs. Voilà ma position. Je crois que beaucoup de gens disent que Corvi a quand même le mérite d'être ici,
quand il donne les faits. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'État colonial français tropicalisé en Côte d'Ivoire le plus acculturé et le plus soumis aux intérêts français, si on accepte le Gabon, pour l'Afrique centrale. Ce fait doit être noté scrupuleusement avant que je ne commence à parler maintenant du rôle de Ouattara. Le rôle qui lui a été assigné par la France-Afrique. Donc ce qu'on appelle le RHDP, c'est tout simplement un repère de malfrats et de nègres, plus ou moins inféodés aux intérêts de l'impérialisme français. Voilà ma position. Donc, à partir de cette clarification, je vais maintenant dire qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara et quelle était sa mission. Voici les 4 personnes qui ont envoyé Alassane Dramane Ouattara pour faire un hold-up sur la Côte d'Ivoire et pour empêcher le déverrouillage stratégique qui devait permettre un amarrage de la Côte d'Ivoire au Ghana afin que nous ayons un marché commun de l'Afrique de l'Ouest. Il y a d'abord George Soros. George Soros est un milliardaire juif d'origine hongroise, comme chacun le sait, qui s'est inspiré des thèses de Léo Strauss, qui était un philosophe et politologue juif, qui a lancé le courant qu'on appelle les néoconservateurs. Donc, quand on dit néo, ça veut dire que c'est une nouvelle dénomination pour cacher l'ultra-conservatisme des transfuges de l'AIPAC. L'AIPAC étant effectivement le bras armé du sionisme israélien aux États-Unis, c'est-à-dire la section américaine du Congrès juif mondial. Donc ça veut dire que Jean Soros a élaboré une doctrine qu'on appelle la doctrine des sociétés ouvertes. Et cette doctrine veut dire que un pays qui a des ressources et qui appartient au sud, c'est-à-dire à l'Asie, à l'Afrique, à l'Océanie, etc., ne peut pas avoir la souveraineté. Il faut qu'il y ait un contrôle exercé sur son économie. Il faut au besoin utiliser la voie militaire, y compris en armant de toutes pièces des rébellions irrédentistes. Et il faut enfin corrompre tout l'appareil d'État de manière à ce que les soi-disant oppositions soient également contrôlées. C'est la doctrine de Jean Soros. Et Jean Soros pense que, ce faisant, il va enrayer le déclin des États-Unis et d'Israël, au plan strictement économique. Donc Jean Soros dit que il faut contrôler tous les pays pétroliers. Il faut contrôler l'Angola. Il faut contrôler le Gabon. Il faut contrôler la Guinée équatoriale. Il faut contrôler le Tchad. Le Nigeria, bien sûr. Tous ces pays-là, il faut les contrôler. Et les États-Unis et leurs alliés français, si on est dans le précaré français, vont partager les dividendes. Ou si on est dans le cadre du Commonwealth, les États-Unis et la Grande-Bretagne vont partager les dividendes de ces ressources. Donc, c'est ça qu'on appelle les sociétés ouvertes. Le deuxième qui a envoyé Ouattara s'appelle Warren Buffett. Et c'est un milliardaire là encore. Et c'est un homme qui, lui, n'aime pas apparaître au devant de la scène. Surtout sur le plan médiatique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée une nébuleuse d'ONG. Et les ONG contrôlent les pays directement. Donc, les secteurs vitaux et régaliens, comme la santé, l'économie, la diplomatie, etc., doivent être contrôlés par les ONG. Warren Buffett. Il y a ensuite un autre homme
qui va profiter des ressources de la Côte d'Ivoire, dans sa carrière d'avocat d'abord, et ensuite, en tant que membre influent du courant du RPR, puis après, grâce à une dissidence inattendue, il s'est retrouvé du côté d'Edouard Balladur contre Chirac. Et après, une fois Balladur éliminé de la scène politique, il a renié Balladur et est revenu dans le giron de Chirac avant de porter l'estocade au Premier ministre que Chirac voulait positionner, à savoir Dominique de Villepin, qui est lui-même une crapule de la France-Afrique. Les mots sont faibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Sarkozy. Je parle du Hongrois Naboska Sarkozy. Bien. Donc, ensuite, il y a un autre homme qui a effectivement beaucoup profité de la carrière de Ouattara. C'est Shimon Peres, qui était membre du Parti travailliste en Israël et qui a favorisé la carrière de Ouattara, parce que Ouattara a des ramifications en Israël, aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne, où il a été protégé aussi par Tony Blair. Donc Ouattara s'est vanté d'être l'homme politique qui en Côte d'Ivoire a le carnet d'adresse le plus fourni. Cela se passe de commentaires. Quoi qu'il en soit, Ouattara ne pouvait pas donner le pion, si l'expression est adaptée en cette circonstance tragique, à Henri Konan Bédié, sans un parti politique. Donc il a acheté les cadres dirigeants du RDR et après ils ont éliminé le fondateur du RDR, Jenny Kobina. Pourquoi? Parce que Jenny Kobina avait fait une alliance avec Babo, le FPI, pour obtenir une alternance politique en Côte d'Ivoire. Donc cette alliance, une fois l'OPA de Ouattara réussi, ne sera jamais renouvelée. Et pour cause. Parce que Ouattara n'a jamais inscrit dans son programme la souveraineté de la Côte d'Ivoire sur aucun plan. Et cela est connu. Lui-même a fait un discours célèbre où il a dit qu'il est anti-souverainiste, mais qu'il est mondialiste. Donc ça veut dire tout. Aujourd'hui, la contradiction dans le système mondial, ce n'est pas entre le capitalisme et le communisme, c'est entre le mondialisme et le souverainisme. Tous les États souverainistes, on a fait la guerre. Quand ce sont des États d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, etc., etc.